Pour comprendre comment la plus grande démocratie du monde a pu en arriver à droguer ses propres citoyens, il faut revenir au début des années 50. La guerre froide est à son paroxysme. Une paranoïa glaciale s'est emparée de Washington. La CIA est persuadée que les Soviétiques, les Chinois, les Nord-Coréens ont découvert une méthode pour laver le cerveau, pour transformer des hommes en marionnettes. Le 10 avril 1953, le directeur de la CIA, Allen Dulles, prononce un discours glaçant. Il parle d'un nouveau champ de bataille, la guerre des esprits, la brain warfare. Il prétend que les Soviétiques sont en train de la gagner. C'est un mensonge. En réalité, il décrit ce que la CIA s'apprête à faire. Pour mener cette guerre secrète, Dulles a besoin d'un homme de l'ombre. Un homme capable de transformer les cauchemars en réalité. Il le trouve en la personne de Sidney Gottlieb. Sidney Gottlieb est l'un des personnages les plus contradictoires et les plus effrayants du XXe siècle. Né avec un pied beau, affligé d'un bégaiement, ce fils d'immigrants juifs hongrois est un passionné de danse folklorique qui vit dans une cabane sans électricité. Un socialiste dans sa jeunesse. Mais derrière cette façade se cache un génie de la biochimie. Un homme qui va devenir le poisonneur en chef de la CIA, le maître d'œuvre de l'enfer. Gottlieb est obsédé par une idée, trouver un sérum de vérité. Une substance capable de faire tomber toutes les barrières de l'esprit humain. Il teste tout, THC, cocaïne, héroïne, mescaline, sans succès. Et puis, il découvre le LSD. Une drogue si puissante, si nouvelle, que personne n'en mesure encore le potentiel. Gottlieb est le premier à comprendre. Il en prend lui-même, et ce qu'il voit le convainc qu'il a trouvé son arme. Il commence par droguer ses propres collègues de la CIA, parfois avec leur accord, parfois par surprise, en versant quelques gouttes dans leur café du matin. Les résultats sont prometteurs. Le 13 avril 1953, Allen Dulles donne son feu vert. Le projet MKUltra est né. Un programme tentaculaire, avec plus de 150 sous-projets, un budget de plusieurs millions de dollars et un seul objectif, le contrôle total de l'esprit humain. Pour tester ses théories, Gottlieb a besoin de cobayes. Et il va les chercher là où personne ne les entendra crier, dans les prisons, les hôpitaux psychiatriques, les centres pour handicapés mentaux. Il offre à des prisonniers des remises de peine ou du temps de récréation en échange de leur participation à des expériences. L'un d'eux, un futur chef de la pègre nommé Whitey Bulger, décrira plus tard ce qu'il a vécu à la prison d'Atlanta. 8 détenus en état de panique et de paranoïa, perte totale d'appétit, hallucinations. La pièce changeait de forme. Des heures de paranoïa et de violence. Nous avons vécu des périodes horribles de cauchemars éveillés, et même du sang qui coulait des murs. Des gars se transformant en squelettes devant moi. J'ai vu une caméra se changer en tête de chien. J'avais l'impression de devenir fou. Mais la cruauté de Gottlieb ne s'arrête pas là. À la Fernald State School, une institution pour enfants handicapés mentaux, des garçons sont intégrés à un prétendu club scientifique. Leur récompense ? Des céréales pour le petit déjeuner. Des céréales mélangées à des traceurs radioactifs pour étudier leur digestion. Des enfants, utilisés comme des rats de laboratoire, par leur propre gouvernement. Au nord de la frontière, l'horreur atteint son paroxysme. À l'Institut Allan Memorial de Montréal, un psychiatre écossais respecté, le docteur Donald Owen Cameron, mène le sous-projet 68. Cameron est le président de l'Association psychiatrique mondiale, un pilier de la communauté médicale, et un monstre. Sous prétexte de soigner des patients pour des troubles comme la dépression ou l'anxiété, il va les soumettre à des tortures dignes de l'Inquisition. Sa méthode ? La déprogrammation. Effacer complètement la personnalité pour la reconstruire. Il plonge ses patients dans des comas artificiels qui durent jusqu'à 86 jours. Il leur administre des électrochocs 30 à 40 fois plus intenses que la norme. Il les place en privation sensorielle totale, les yeux et les oreilles couverts,
paralysés par le curare. Et pendant ce temps, une technique qu'ils nomment le psychic driving leur martèle des messages dans les oreilles. 16 heures par jour. Des phrases simples, négatives puis positives, répétées jusqu'à 1 demi-million de fois. Les victimes, qui étaient entrées pour soigner une dépression, en ressortent brisées, amnésiques, réduites à un état d'enfance, incapables de s'habiller, devant réapprendre à aller aux toilettes. La fille de l'une des victimes, Jean Steele, dira simplement « ça lui a pris son âme ». En 2025, plus de 60 ans après les faits, une autre victime, Lana Ponting, droguée et torturée à l'âge de 16 ans, se battait encore pour obtenir justice. Ni la CIA, ni le gouvernement canadien n'ont jamais présenté d'excuses. Operation Midnight Climax. Si vous pensiez qu'on avait touché le fond, attendez de voir. À San Francisco, Gottlieb lance l'opération Midnight Climax. Le concept est d'une perversité absolue. La CIA ouvre des maisons closes, des bordels financés par les impôts des Américains. L'agent en charge, George White, décore les lieux avec des affiches de French Cancan et des rideaux de velours rouge. Il engage des prostituées pour attirer des hommes. Des citoyens ordinaires venus chercher un peu de plaisir. Une fois dans la chambre, leur verre est drogué au LSD. Et derrière un miroir sans teint, George White, un verre de martini à la main, observe. Il prend des notes. Il analyse. Plus tard, il écrira cette phrase qui résume toute l'arrogance et la pourriture du programme. J'ai travaillé de tout cœur dans les vignobles parce que c'était fun, fun, fun. Où d'autre un vrai Américain pourrait-il mentir, tuer, tricher, voler, violer et piller avec la sanction et la bénédiction du Très-Haut? L'assassinat de Frank Olson. Et c'est dans cette atmosphère de folie et d'impunité totale que nous revenons à notre point de départ. Frank Olson, le scientifique qui est tombé par la fenêtre. Olson n'était pas n'importe qui. C'était un expert en guerre biologique. Il avait vu des choses, des interrogatoires secrets en Europe, des tortures, des assassinats. Il commençait à avoir des doutes, une conscience. Il était devenu un risque. Lors d'une retraite de la CIA, Sidney Gottlieb en personne verse du LSD dans son verre de Cointreau. L'objectif ? Voir ce qu'Olson sait, voir s'il est fiable. L'expérience tourne mal. Olson devient paranoïaque, dépressif. Il veut démissionner. Il en sait trop. 9 jours plus tard, il est à New York, dans cette chambre de l'hôtel Statler, officiellement pour une évaluation psychiatrique. Il n'est pas seul. Un agent de la CIA est avec lui. Ce qui s'est passé cette nuit-là reste un secret. Mais en 1994, la famille d'Olson fait exhumer son corps. La seconde autopsie est formelle. Il présente un hématome massif sur le crâne. Une blessure qui a eu lieu avant la chute. La conclusion des experts est sans appel. Franchement et crûment suggestive d'homicide. Frank Olson n'est pas tombé. Il n'a pas sauté. Il a été jeté. Assassiné par son propre gouvernement pour le réduire au silence. En 1973, alors que le scandale du Watergate éclate, le directeur de la CIA, Richard Helms, donne un ordre. Détruisez tout. Tous les dossiers de MKUltra. Des milliers de pages de preuves sont passées à la déchiqueteuse. L'histoire de décennies de torture réduite en confetti. Mais ils ont fait une erreur. En 1977, par un pur hasard, un employé retrouve 20 000 documents mal classés. L'horreur est révélée au grand jour. Le Congrès lance des auditions. Le monde découvre les noms. Gottlieb, Cameron, Olson. Et Sidney Gottlieb, le poisonneur en chef, a-t-il été jugé, emprisonné? Non. Il a témoigné devant le Congrès, prétendant avoir des trous de mémoire.
il n'a jamais été poursuivi. Après avoir supervisé la torture de centaines, peut-être de milliers d'innocents, Sidney Gottlieb a pris sa retraite et est devenu humanitaire. Il a travaillé dans une léproserie en Inde. Il a élevé des chèvres dans sa ferme. Il est mort paisiblement en 1999 à l'âge de 80 ans. L'histoire de MKUltra n'est pas seulement l'histoire d'expériences folles. C'est l'histoire de l'impunité. L'histoire de ce qui arrive quand le secret et le pouvoir ne sont contrôlés par personne. Quand des hommes, au nom de la sécurité nationale, se croient au-dessus des lois, au-dessus de la morale, au-dessus de l'humanité. La plupart des documents ont été détruits. Nous ne saurons jamais toute l'étendue des horreurs de MKUltra. Combien de vies brisées? Combien de familles détruites? Combien de secrets sont encore enterrés? La seule chose que nous savons, c'est que cela s'est produit et que l'histoire a tendance à se répéter, surtout quand on refuse de la regarder en face.